Donc, je rappelle qu'on est en train d'étudier la glycolyse. La première étape de l'oxydation complète du glucose. Donc, on est au métabolisme, au métabolisme des sucres. Donc, on a déjà commencé avec la glycolyse. Donc, nous avons dit que la glycolyse, c'est une voie métabolique qui comprend 10 réactions. Donc, cette voie métabolique est extra-mitochondriale. Elle est réalisée en anaérobiose en absence d'oxygène, puisqu'on est hors de la mitochondrie. OK? Et puis, c'est la première étape de l'oxydation complète du glucose. Donc, cette étape, c'est l'oxydation incomplète du glucose. Pourquoi incomplète? C'est parce que le glucose composé organique est oxydé en acide pyruvique, qui est aussi un composé organique. Donc, composé organique donne composé organique suite à une oxydation. Donc, on est dans l'oxydation incomplète. Maintenant, la glycolyse, comme je l'ai déjà dit, c'est 10 réactions. Donc, ces 10 réactions se subdivisent en deux phases. Il y a une première phase qu'on qualifie phase de préparation, phase au cours de laquelle il y a consommation d'énergie, donc 2 molécules d'ATP. Les 5 autres réactions constituent la deuxième phase, et phase de restitution d'énergie. Et cette énergie qui est restituée donc, va servir à la synthèse d'ATP. Donc, la première phase est une phase de consommation d'ATP et la deuxième phase est une phase de production d'ATP. Donc, maintenant, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que pour la glycolyse, donc nous démarrons avec une molécule à 6 atomes de carbone et au terme de la glycolyse, donc on a gagné acide pyruvique ou pyruvate avec 3 atomes de carbone. Donc cela sous-entend que donc, on obtient 2 molécules de pyruvate pour 2 molécules d'acide pyruvique, puisque au départ, donc on avait 6 atomes de carbone. Donc ça, c'est pour le respect de l'équilibre. Donc 6 carbones au départ, par exemple le glucose, 2 molécules d'acide pyruvique à la fin. Donc chaque acide pyruvique a 3 carbones, CH3, CO, COOH, ou bien 2 ions pyruvate, CH3, CO au moins. Donc ça baille 6 atomes de carbone. OK, donc on va reprendre ici. Donc on va résumer ce tableau, résumer la première moitié de la glycolyse. Donc qui démarre avec la phosphorylation du glucose. Donc cette réaction de phosphorylation les permet d'activer le glucose et permettre que le glucose capable d'entrer dans plusieurs voies métaboliques, y compris la glycolyse. Donc, le glucose 6-phosphate, donc c'est un intermédiaire qui se trouve à l'origine de plusieurs voies métaboliques. OK, le glucose 6-phosphate. Maintenant, cette réaction de phosphorylation, c'est quoi en fait? C'est l'ajout, l'addition de groupement phosphate sur le glucose, notamment sur le carbone 6, le carbone exocyclique. Donc maintenant, ce groupement phosphate provient de l'ATP. Donc il faut dire que cette réaction, c'est une réaction exergonique.
c'est-à-dire une réaction au cours de laquelle il y a libération. Alors, c'est une réaction endergonique, la fixation du phosphate sur le glucose est endergonique, que la fixation du phosphate sur le glucose est une réaction endergonique, mais justement, puisque c'est une réaction endergonique, donc il faut qu'il y ait de l'énergie. Cette réaction endergonique nécessite de l'énergie. Mais d'où provient cette énergie? Cette énergie provient de l'hydrolyse de l'ATP. Et l'hydrolyse de l'ATP, c'est une réaction exergonique. Maintenant, quand on fait le bilan de cette réaction, donc le bilan donne une réaction exergonique et c'est pourquoi cette réaction est irréversible. Oui, il y a une main levée. Main levée. OK? Donc, n'oubliez pas, dans l'organisme, il y a ce qu'on appelle le couplage. OK? Dans le métabolisme, donc il y a ce qu'on appelle le couplage. Couplage entre une réaction exergonique qui fournit de l'énergie et une réaction endergonique qui consomme de l'énergie. Donc, ces deux réactions sont couplées de telle sorte que donc réaction capable possible. Donc, l'enzyme qui catalyse cette réaction s'appelle glucokinase. Donc, ça peut être aussi exokinase, mais il faut savoir que glucokinase donc, est spécifique au glucose, alors que exokinase n'est pas spécifique. Ensuite, on a une réaction d'isomérisation. Donc, le glucose 6-phosphate va être isomérisé en fructose 6-phosphate. OK? Et ça fait deuxième réaction. Troisième réaction, donc fructose 6-phosphate va être phosphorylé. Donc, il y a consommation d'une première molécule d'ATP. Donc, au niveau de la réaction 3, donc, il y a également consommation d'une molécule d'ATP. Donc, le glucose 6-phosphate donc, va être converti en fructose bis et 1,6 bisphosphate. Donc maintenant, quatrième réaction, donc cet intermédiaire réactionnel, à savoir le fructose et 1,6 biphosphate, donc va être cédé en deux triosphosphate, à savoir glycéraldéhyde phosphate et dihydroxyacétone phosphate. Maintenant, dihydroxyacétone phosphate ne peut pas être et ne peut pas être utilisé pour la suite des réactions. Mais cependant, étant donné que ces deux triosphosphate, une c'est aldéhyde, une c'est cétone, donc il y a une enzyme qui permet l'interconversion du GAP en DHAP ou encore DHAP en GAP. Donc là, ce qu'on peut conclure, on peut conclure que DHAP est converti en GAP. Donc, cela signifie qu'au terme de cette première partie, donc, on a deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. Donc, la première moitié de la glycolyse, sec réaction. OK, sec réaction. Donc, première réaction, c'est phosphorylation. Deuxième réaction, isomérisation. Troisième réaction, phosphorylation. Quatrième réaction, scission. Cinquième réaction, c'est isomérisation. Donc, l'isomérisation au niveau de la cinquième réaction, donc c'est la conversion de DHAP en GAP, glycéraldéhyde, phosphate. Donc, cela signifie qu'au terme de cette première partie de la glycolyse, le glucose est converti en deux triosphosphate, en deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. Maintenant, à partir de la sixième réaction, donc tout ce qu'on trouve, il faut multiplier par 2. OK? À partir de la sixième réaction, donc tout ça nous joint, donc on a multiplié par 2. Désactivez la caméra, s'il vous plaît. OK? À partir de la sixième réaction, tout ça nous joint, on a multiplié par 2, parce qu'au terme
de la première étape, de la première moitié de la glycolyse, donc on a obtenu de glycéraldéhyde phosphate. OK? Est-ce que vous êtes là? Très bien. Donc, nous poursuivons. OK, Constant, est-ce que vous avez Constant? Oui, professeur. OK, très bien. OK, maintenant, nous poursuivons avec la deuxième partie ou bien deuxième moitié de la glycolyse qui comprend également 5 réactions. Donc, la première réaction de cette partie, c'est une réaction d'oxydation couplée à une phosphorylation. Donc, c'est une oxydation couplée à une phosphorylation. Oxydation couplée à une phosphorylation. Maintenant, nous avons obtenu glycéraldéhyde 3-phosphate, 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate dans la réaction précédente. Donc là, nous allons servir seulement avec une molécule, tout en sachant que tout ça n'a besoin de multiplier par 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme réaction ici? On a glycéraldéhyde 3-phosphate additionné de phosphate inorganique. L'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Donc, qui ça déshydrogénase? C'est quelle enzyme? C'est quelle déshydrogénase liée appartient à quelle classe d'enzyme? C'est quelle classe d'enzyme, la déshydrogénase? Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, je vous entends. Oui, oui, mais autant de questions, répondez-moi non. Déshydrogénase, c'est quelle classe d'enzyme? Hormone lemon. Déshydrogénase, c'est quelle classe d'enzyme? Réductase, professeur. C'est la réductase. À quoi classe enzyme qui est les réductases? Donc, c'est les oxydoréductases. OK? Donc,
déshydrogénase appartient à la classe des oxydoréductases, donc la première classe d'enzymes. Maintenant, le produit de cette réaction, c'est 1,3 bis phosphoglycérate. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le produit, le substrat, nous avons une fonction aldéhyde. Donc la fonction aldéhyde, donc il va le convertir en fonction acide. Voici la fonction aldéhyde en rouge. Il va le convertir en fonction acide. Ouais, glycérate. OK? Glycérate. Maintenant, ensuite, le phosphate inorganique PI donc, va être ajouté, va être lié à la fonction acide. Maintenant, cette réaction, alors la semaine dernière, nous avons commencé à expliquer nos réactions ça. Il y a eu des problèmes de signal qui fait que nous n'avons pas de cas continuer. Réaction, ça, c'est une réaction endergonique. C'est une réaction endergonique, c'est-à-dire que c'est une réaction qui nécessite un apport d'énergie pour le capable possible. Maintenant, ce qu'on a remarqué ici, on n'a pas remarqué ATP. Donc, je rappelle que ATP, c'est non seulement un fournisseur de groupes en phosphate, mais aussi, lorsque le groupe en phosphate là hydrolysé, par exemple le phosphate gamma, quand le phosphate gamma est hydrolysé, mais il y a libération de l'énergie, 30,5 kJ par mol, qui pourra servir à la fixation de ce groupe phosphate quelque part. Mais ici, nous parlons avec ATP. Or, la fixation de ce groupe phosphate sur glycéraldéhyde ou phosphate, c'est une réaction endergonique. Donc, d'où provient cette réaction? Mais cette réaction est possible grâce à la réaction suivante, qui est une réaction très exergonique. Donc, c'est comme si, donc, réaction qui vient après, hein, la 7e réaction, c'est lui-même qui râlait, qui tirait réaction ça qui vient rendre possible. C'est comme si c'était une machine qui est en panne. Écoutez-moi bien, pour une machine en panne, la machine n'est pas capable de déplacer parce qu'elle est en panne, mais qui sont faits ou venir avec l'autre machine qui fonctionnelle ou marrer et machine en panne dans la machine qui fonctionnelle là, et puis machine qui fonctionnelle là, tape, les démarrer et puis le râler l'autre là. Réaction 6 là, avec réaction 7 là, c'est comme si c'est deux machines qui collaient en même temps. OK? C'est comme si c'est deux machines, une marée dans l'autre, et puis machine qui fonctionne là. Donc, les mêmes, les tirer réaction ça, qui vient rendre réaction ça possible. C'est comme si c'est énergie qui est libérée dans la réaction 7 là. Donc, c'est les mêmes qui permettent réaction ça, réaction endogonique ça, possible. Maintenant, l'oxydation, nous sommes capables de constater l'oxydation. Donc, Prof, l'oxydation ici, oui, oui. prof, puisque, alors vous ça va mettre comme sixième réaction, puisqu'elle dépend du système. Non, mais c'est, bon, il n'est pas 7e réaction, c'est 6e réaction. Pour 6e réaction, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre 6e et 7e, il y a un élément commun. Quel est l'élément commun entre 6e et 7e? 6e réaction et 7e réaction, quel élément qui est commun que vous avez ensemble? Je vous écoute. Nous tous perdons du signal.
Nous tous qui avons perdu signal, attendez-nous. Donc, sixième réaction et septième réaction, donc il y a en commun 1, 3, 10 phosphoglycérate. Parce que le produit de cette réaction sera le substrat de la réaction suivante. Le produit de la réaction 6, c'est le substrat de la réaction 7. Donc maintenant, au fur et à mesure que les produits ça a formé, mais la réagi, la disparaît dans le milieu. Donc le fait que la disparaît, ça vient faciliter, ça vient et favoriser réaction dans le sens 1. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre un exemple ensemble avec nous, clair pour la comprendre. Je vais prendre l'autre exemple ensemble avec nous. Estérification. C'est quoi l'estérification? C'est l'ajout d'un ester dans une réaction. Non, c'est pas ça. Tellement, songez vidéo à pas Action, enregistrer action, là sur YouTube. Donc, réfléchis bien à ça là. action. Léon acide réagit avec un alcool, professeur. C'est réaction entre un acide. L'acide peut être organique ou inorganique et un alcool. Et qui sa réaction ça baille? Quels sont les produits de cette réaction? Ah ben, yon ester plus l'eau. La baille, il y a ester plus d'eau. Est-ce que la réaction ça irréversible ou bien réversible? Irréversible. Les quoi? Réversible. Réversible. OK? C'est une réaction réversible. Maintenant, on peut agir sur la réaction de telle sorte que on est capable de favoriser dans le sens 2. C'est le réversible. Ça fait le réversible. C'est parce que à droite, oui, il y a un équilibre. À droite, vous avez de l'eau. Donc, l'eau réagit avec l'ester pour donner alcool et acide carboxylique. Maintenant, si on veut augmenter le rendement de la réaction, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut augmenter le rendement signifie augmenter la quantité, la proportion d'ester. Si on veut augmenter le rendement de la réaction, qu'est-ce que ça est supposé faire? On va ajouter une réactivité. Non. Même l'on ajoute une réaction stoichiométrique. Son réaction stoichiométrique liée. Donc, l'on a ajouté à la panne excès, donc il n'y a pas besoin vis-à-vis pour réagir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au fur et à mesure que la réaction a fait, enlever l'eau. Donc, c'est de l'eau qui fait réaction à faire bac. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'eau qui fait que externe a réagi, comme tu es capable de décomposer, si vous voulez, ou bien hydrolyser. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, au fur et à mesure que la réaction a fait, eh bien, de l'eau a formé à m'a retirer. Si je retire de l'eau, ça va passer. Si je retire de l'eau qui est formée avec Estelle, ça va passer. Estelle a prêté, il ne pas retourner bail à l'acide avec alcool. Ah, mais c'est ce qui se passe avec cette réaction. Donc, au fur et à mesure que 1,3 bisphosphoglycérate a formé, eh bien, l'a décomposé en un autre composé, l'a utilisé pour la réaction 7. OK? Ça qui vient faire que réaction ça est possible de continuer à faire. Donc, c'est deux réactions que nous sommes capables de mettre en. Nous sommes capables de faire un bilan ensemble avec eux. OK? Donc, là, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit là, oxyde, la fonction aldéhyde en fonction acide. On peut voir ça. Oxydation 1, oxydation couplée à la phosphorylation. OK? Ensuite, formation d'une liaison anhydride d'acide. Anhydride d'acide riche en énergie. OK? Anhydride d'acide
riche en énergie. Alors là, c'est très important. Donc, liaison anhydride d'acide. Qui ça un anhydride d'acide? Anhydride d'acide. Anhydride d'acide, est-ce que vous êtes là? Nous faisons chimie organique déjà. Anhydride d'acide, c'est une classe de composés organiques. Ce sont des dérivés des acides carboxyliques et à l'instar des esters, des amides, des nitriles et des halogénures d'acide. Donc, les anhydrides d'acide. Par exemple, nous avons bien anhydride acétique. Donc là, si nous regardons bien, anhydride blanc, formule générale anhydride blanc, c'est formule générale anhydride, c'est R, liaison CO, liaison O, liaison CO, liaison R. Ça, c'est la formule générale des anhydrides d'acide. Donc, si nous regardons bien là, c'est ça le gain. On allait, je vais montrer nous. Et OK, anhydride d'acide, c'est R. On dit c'est R, liaison CO, liaison O, liaison CO, liaison R. OK? Donc, si vous voulez, donc, capable, donc, à même décomposer, si vous voulez, nous capable de faire. Professeur, c'est P ou mettez au lieu de R. Merci. OK, voilà. Ça nous les anhydride d'acide dedans. C'est la formule générale. Il nous manque des atomes d'oxygène sur Non, non. OK, voilà. Est-ce que vous voyez la formule générale des anhydrides d'acide? Est-ce que vous voyez la formule générale des anhydrides d'acide? Oui, professeur. Oui, professeur. Non, OK, donc qui ressemble à ce qu'on va lier avec composé ça? Restant. CO. Qui ressemble à ce qu'on va lier avec composé ça? Nous là? Qui ressemble à ce qu'on va lier?
Groupement carboxyle là, dans mi-temps, ou le Allez plus fort, on va attendre. COO dans mi-temps, professeur. Mba comprendre ce que dire, non? OK. Est-ce que nous, pour qui ça, cette molécule, on retourne là, nous dit formation d'une liaison anhydride d'acide riche en énergie. Est-ce que nous, pour qui ça, on parle pour cette molécule, formation d'une liaison anhydride riche en énergie? Est-ce que nous, pour qui ça dit ça? Benny? Nous, est-ce que nous, nous pas Oui. ressemblance là? Oui, professeur. La différence qu'il y a là, c'est seulement le Et phosphore. Hein? phosphate là, oui. C'est le phosphore qui est différent. OK? Donc, ça, c'est une liaison anhydride d'acide riche en énergie. OK? Production de NADH, coenzyme d'oxydoréduction. Donc, maintenant, puisqu'il s'agit d'une réaction d'oxydation, et que dans cette réaction, nous avons une enzyme d'oxydoréduction ou bien un oxydoréductase qui réagit, qui participe, glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Donc, il faut savoir que les déshydrogénases, en tant qu'oxydoréductase, fonctionnent avec des coenzymes d'oxydoréduction, notamment NAD+, NADH, NAD+. Donc, NAD+, c'est la forme oxydée, c'est l'oxydant. Donc, c'est NAD+, qui va provoquer la réaction d'oxydation. Donc, l'oxydant accepte les électrons et les atomes d'hydrogène, donc, il convertit en NADH, H+. Donc, NADH+, est plus énergétique que NAD+. Donc, NADH+, il accepte NAD+, accepte deux électrons, deux protons, et le convertit en NADH, H+. Donc, maintenant, NADH+, va transférer ces électrons et ces protons dans la chaîne respiratoire mitochondriale pour redevenir NAD+, et c'est NAD+, ça qui va permettre la continuité de cette réaction d'oxydation, donc la continuité de la glycolyse. Septième réaction. Donc, sixième réaction, elle était terminée avec 1,3-bisphosphoglycérate. Septième réaction, eh bien, 1,3-bisphosphoglycérate, lui servi comme substrat, alors que dans la sixième réaction, c'était un produit. Donc, dans les voies métaboliques, donc vous avez les intermédiaires réactionnels, donc il y a à la fois produit, OK, qui est à la fois produit et substrat. Produit et substrat. Donc, 1,3-bisphosphoglycérate, septième réaction. Ça doit être passé là. 1,3-bisphosphoglycérate, les convertit en quoi? Qui ça le bail comme produit? Réaction ça. 3-phosphoglycérate. Donc, nous avons combien de phosphate dans le produit? Non, et substrat. Combien de phosphate nous avons dans le substrat? Nous avons deux. Dans le produit, combien nous avons? Combien nous avons dans le produit? 3.
Non, mon cher, regardez bien pour ça, toi. Sel, Nous avons un seul. Si nous avons deux, nous avons un seul. Ça qui passe. Réduit. Non, pas dans réduction, pas dans oxydation. Nous avons deux mangos. Nous avons un seul. Ça qui passe. On perd une, professeur. Moi, perdu une. Est-ce que vous comprenez? Moi, perdu une. Moi, bail une. Vous volez une. Vous faites cadeau une. Donc, maintenant, groupement phosphate, ça, qui perdu, qui libéré, qui ça nous va faire avec? Qui ça le fait? À qui ça l'a servi? Je vais ajouter sur phosphate ADPA. Yo ajouté sous ADP. Les ADP recevoir groupement phosphate, là, le transformer en quoi? ATP. Il transformé en ATP. Donc, septième réaction, c'est quoi? C'est une réaction au cours de laquelle il y a synthèse d'ATP à partir de l'ADP. Synthèse d'ATP à partir de ADP. Maintenant, si l'hydrolyse de l'ATP, c'est une réaction endergonique, qu'en est-il de la formation de l'ATP? Si l'hydrolyse de l'ATP, c'est une réaction exergonique, l'hydrolyse de l'ATP, réaction exergonique, qu'en est-il de la formation de l'ATP à partir de l'ADP? Exergonique ou endergonique? Endergonique. Vous comprenez pour moi qui ça? Ender ou bien exer? Ander, Une question posée ou bien c'est une réponse au moment? C'est une réponse ou une question? réponse, professeur. Très bien. Donc, c'est endergonique. Endergonique, je vais dire qui ça? Ça veut dire endergonique. Il besoin d'énergie. Côté énergie, ça a sorti. Non, et toi, bit sur glycérate là. Justement, c'est l'hydrolyse de la liaison anhydride d'acide. Est-ce que vous voyez bien? L'hydrolyse de la liaison anhydride d'acide qui prend bail énergie parce que, songez bien, je te dis, c'est une liaison qui est riche en énergie. Cette liaison est riche en énergie. Donc, lorsque la liaison est hydrolysée, la libéré de l'énergie et cette énergie, il y a une partie de l'énergie ça qui va l'utiliser pour fixer un groupement phosphate sur l'ADP qui va le ATP et reste énergie ça qui va l'utiliser pour rendre réaction système possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette réaction libère suffisamment d'énergie pour être pâle et pour le capable de râler réaction système. Maintenant, gagner deux modalités de synthèse de formation d'ATP. Gagner formation d'ATP par phosphorylation oxydative ou encore des oxydations phosphorylantes. Gagner formation d'ATP était lié au substrat. Est-ce que vous comprenez? Donc, la formation d'ATP, dans ce cas, c'est une formation d'ATP qui est liée au substrat. Pour qui ça fait au substrat? C'est le substrat. Dans la réaction, ça, est-ce qu'on va dire qu'est-ce qui est substrat? Et toi, bit phosphoglycérate.
1,3 bisphosphoglycérate, c'est lui-même qui substrat. Et pas lui-même qui baille phosphate là. Qui est-ce qui baille groupement phosphate là? Et pas lui-même qui est-ce qui baille énergie pour réaction possible? C'est pas 1,3 bisphosphoglycérate. Mais justement, donc ça veut dire que la formation de l'ATP ici est liée au fait que 1,3 biphosphoglysérate est capable non seulement bailler le groupe en phosphate, mais l'hydrolyse de cette liaison, la liaison anhydride acide, libérer de l'énergie qui va servir à la fixation du groupe en phosphate sur ADP. Donc là, c'est une phosphorylation liée au substrat, c'est-à-dire la phosphorylation de l'ADP liée au substrat, et le substrat ici, c'est 1,3 biphosphoglycérate. Donc, c'est la première réaction côté que nous gagnons, c'est elle d'ATP. Donc, réaction catalysée par phosphoglycérate kinase. Donc, depuis nous avons kinase, donc nous gagnons, depuis nous avons kinase, donc nous voyons que c'est transfert de phosphate, soit des substrats vers ADP, soit de l'ADP ou de l'ATP vers un substrat. Réaction réversible, donc fournit de l'énergie. OK, réaction réversible fournit de l'énergie. La prochaine, là, nous avons 8e réaction. 8e réaction, c'est isomérisation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate. Donc, le groupement phosphate est sous carbone 3, l'a passé sous carbone 2. Donc là, il n'y a pas transfert du phosphate d'une molécule à une autre. Donc, nous sommes capables de dire ça, c'est un transfert interne. Donc, quand il s'agit de transfert interne, de groupement phosphate, il n'y a pas intervention de kinase. Kinase, c'est quand il y a transfert d'une molécule à une autre. Mais fois une molécule, c'est soit ATP ou bien ADP. Mais dans ce cas, c'est une seule molécule, côté que le groupement phosphate est en position 3, et elle a passé en position 2. Donc là, il n'y a pas intervention de kinase, mais de préférence, il y a mutase. Donc, phosphoglycérate mutase. Donc maintenant, le substrat, c'est 3-phosphoglycérate, donc il va le convertir en 2-phosphoglycérate, réaction réversible. Donc n'oubliez pas que la réaction, plus delta G est proche 0, c'est plus la réaction est réversible. Donc plus delta G est proche 0, donc c'est plus réaction irréversible. Donc pour cette réaction, donc nous avons delta G qui est proche de 0. Réaction d'isomérisation avec transfert intramoléculaire du radical. Le phosphate est déplacé de la position 3 à la position 2. Phosphoglycérate mutase forme phosphorylé de l'enzyme qui, dans une première réaction, phosphoryle la position 2 avec formation d'un intermédiaire biphosphorylé, et puis récupère le groupement phosphate de la position 3. Donc, réaction réversible où le magnésium est indispensable. Donc, magnésium indispensable, le plus souvent, c'est pour la stabilisation des groupements phosphates.
Donc, nous, le phosphate, c'est des anions. Donc, le magnésium, donc, il stabilise le groupement phosphate. Nous, dans neuvième réaction, c'est déshydratation. Déshydratation. Donc là, nous gagnons 2 phosphoglycérates. Huitième réaction. Neuvième réaction, c'est isomérisation du 3 phosphoglycérate. Non, c'est pas là. Déshydratation du 2 phosphoglycérate en phospho, énol, N, double liaison, ol, alcool, pyruvate. OK? Énol, OK? Phospho, énol, pyruvate. Donc, objectif, nous, c'est transformer glucose en 2 molécules d'acide pyruvique ou encore en 2 ions pyruvate. Donc, nous sommes très proches. Parce que là, nous avons parlé de phosphoénol pyruvate. Donc, maintenant, cette réaction est catalysée par une énolase et on vous montre quels sont les atomes et groupes d'atomes qui sont éliminés et qui vont être à l'origine de la formation d'une molécule d'eau. Donc, c'est le groupement hydroxyle sur le carbone 3 et l'atome d'hydrogène sur le carbone 2. Donc, ce départ, cette déshydratation va être à l'origine de la formation d'une double liaison. C'est comme si nous devions faire la déshydratation d'un alcool. Donc, la déshydratation d'un alcool donc, conduit à la formation d'un alcène et l'hydratation d'un alcène conduit à la formation d'un alcool. Donc, cette déshydratation catalysée par une énolase émet en double liaison entre les 2 atomes de carbone qui participaient à la formation, à l'élimination de la molécule d'eau, à savoir carbone 2 et carbone 3. Donc, le produit s'appelle phosphoénol pyruvate. Donc, pas oublier que le produit final que nous avons besoin, c'est pyruvate, CH3CO, CH3CO, CO-. Donc, à partir de cette réaction, nous disons prochaine réaction, qui ça la pied. Si nous dans la 9e réaction là, nous disons prochaine réaction, qui ça la pied. 10e réaction. Donc, produit, c'est CH3, CO, CO-. Produit final là, pyruvate. Donc, dites-moi, donc, en quoi consiste la 10e réaction? En déphosphorylation libre. A gagné une déphosphorylation. A gagné une déphosphorylation. Très bien. OK? Est-ce que là? Est-ce que nous ouais? Oui, professeur. Donc là, nous gagnons le groupement phosphate. Le groupement phosphate qui est transféré à ADP et ADP devient ATP et puis le reste de la molécule, le reste du substrat, les convertit en pyruvate. Donc, il y a certains documents qui disent que le convertit en alors le nom m'échappe
Et il convertit, et c'est quoi encore? C'est énol. Je crois que c'est énol pyruvate. Maintenant, énol pyruvate là, énol pyruvate là, c'est un tautomère de pyruvate lié. C'est un tautomère de pyruvate. Donc maintenant, et nous connaissons ça bien en chimie organique, la tautomérie, c'est taux énolique. Donc si on a acide, si on a acétone, donc acétone, c'est tautomère de l'autre molécule que nous relève énol. OK? Que nous relève énol. Donc, énol, ça, c'est, et c'est CH3, liaison C, liaison OH, double liaison CH2. Donc, nous sommes capables de dire c'est propre 1 énol, ou bien propre 1 N2ol. Donc, énol, ça, lit en relation, en équilibre avec acétone. Donc, il y a certains documents qui ne pas par réaction directe, j'en ai fait là, mais qui passent par énol d'abord, et puis ils montrent que énol là, et bien, lui-même avec pyruvate là, donc, c'est une capable de convertir en l'autre. Donc, c'est deux formes tautomériques. Donc, ici, c'est la 10e réaction. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette deuxième moitié de la glycolyse, c'est que au cours de cette deuxième moitié, il y a deux réactions au cours de laquelle il y a synthèse d'ATP. OK, il y a deux réactions au cours de laquelle il y a synthèse d'ATP. Maintenant, il faut se rappeler que lorsque nous avons commencé avec réaction 6, nous avons dit que tout ça n'a besoin de multiplier par 2. Pour qui ça? C'est parce que au terme de la première moitié de la glycolyse, le glucose s'est transformé en 2 glycéraldéhyde phosphate. Donc, c'est 2 glycéraldéhyde phosphate qui prennent subi ces 5 dernières réactions. Donc, c'est comme si là, nous avons gagné 2 pyruvates. Donc, bilan réaction ça, donc là-bas, nous avons 2 pyruvates, là-bas, nous avons 4 ATP qui produit, et là-bas, nous, et quoi encore? Et 4 ATP. Donc, je pense que le bilan là, donc, on a un bilan et dans la suite et, du coup. Donc là, c'est l'explication que nous avons. Sauf que, donc, il y a magnésium ou bien manganèse, donc, qui est utilisé, qui est indispensable à la stabilisation de l'ion phosphate. Bilan énergétique de la glycolyse. Bilan énergétique de la glycolyse, c'est quoi? Donc, au cours de la, regardez-nous, au cours de la première moitié, combien ATP que nous avons utilisé? Combien ATP nous avons utilisé au cours de la première moitié de la glycolyse? 2. Maintenant, là, nous arrivons dans la fin première moitié, nous avons 2 glycéraldéhyde phosphate, c'est pas ça? Donc maintenant, ils montrent nous 2 flèches. Donc 2 flèches, ça, c'est pour 2 glycéraldéhyde phosphate. Donc nous avons gagné première, 6e réaction. 6e réaction, ça, nous avons gagné NAD+, qui transformé en NADH. Et puis nous avons gagné utilisation de groupement phosphate. Il faut se rappeler que ce groupement phosphate était prélevé dans le milieu réactionnel. Ce n'est pas ATP qui est baillé, mais c'est un groupement phosphate qui avait été prélevé du milieu réactionnel. Maintenant, 6e réaction était baille, 1,3 bisphosphoglystérate. OK? Maintenant,
vous songez que dans cette réaction, nous avons gagné 2 ATP qui produit. Donc, 2 ATP en l'air, 2 ATP en haut, 2 ATP en bas. Donc, ça donne combien ATP? Ça donne 4 ATP. Donc, 4 ATP produit, 2 utilisés, 4 moins 2, ça donne combien? 4 moins 2, ça donne combien? Ça donne 2. Maintenant, on regarde le bilan. On regarde le bilan. Glucose plus 2 ADP. Glucose plus 2 ADP. Nous là, glucose plus 2 ADP plus 2 PI plus 2 NAD+, il va 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 NADH plus 2 H, oui, 2 NADH H+, et plus 2 molécules d'eau. Ça, c'est le bilan énergétique de la glycolyse. Mais professeur, Bilan... c'est pas 4 ATP, c'est 2 ATP. Non, c'est 2 ATP parce que vous te consommez 2 au commencement. On produit 4, vous consommez 2. On produit 4, vous consommez 2. OK? Maintenant, régulation de la glycolyse. Régulation métabolique. Donc, pourquoi la régulation? Est-ce que cellules ont besoin en permanence que glycolyse soit faite rapidement? Non. Est-ce que cellules ont toujours besoin que glycolyse ralentit? Non. Il y a des moments où que glycolyse doit faire à vitesse élevée. Il y a des moments où glycolyse doit ralentir. Donc, c'est la régulation. Donc, dépendamment de l'état physiologique de l'organisme, dépendamment des besoins énergétiques de l'organisme, donc, glycolyse est capable d'accélérer, glycolyse est capable de ralentir. Donc, c'est ce qu'on appelle la régulation. Donc, mais c'est une régulation enzymatique. Donc, notez qu'il y a des enzymes clés qui participaient à la régulation de cette voie métabolique et enzymes ça ont été impliqués dans des réactions irréversibles. Et ces réactions irréversibles ont constitué des points de contrôle de la voie métabolique et c'est la première réaction irréversible ou encore la première réaction très exergonique de cette voie métabolique. Donc, nous te dit que c'est un point de non-retour parce qu'une fois que la réaction s'est faite, pas de retourner encore, pas de battre encore. Donc, c'est siguer, n'a sigué pour plus devant. Donc, dans la voie métabolique, les enzymes qui catalysent les réactions irréversibles sont des sites potentiels de régulation. C'est ça que je vais expliquer là. Sites potentiels de régulation. Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous avons une réaction irréversible? Donc, nous avons un glucose qui est transformé en glucose 6-phosphate. Réaction irréversible. Exokinase. Nous avons un glucose 6-phosphate qui convertit en triose phosphate, catalysé par phosphofructokinase. Réaction irréversible, point de contrôle. C'est point de contrôle. Maintenant, là, maman tout pour nous capable.
nous là, depuis ouais, réaction ça a bloqué, c'est-à-dire que glucose, sisostate pas qu'à convertir en triose sisostate, eh bien, glucose sisostate, il faut que chercher une autre voie métabolique. Soit là, le convertir en glycogène, soit il entrer dans la voie des pétosostate. Donc là, cette réaction, glycosysostate, triosysostate, réaction irréversible, c'est un point de contrôle, de régulation de cette voie métabolique. OK, point de contrôle de cette voie métabolique. Ça veut dire là, je dis répartition tissulaire, exokinase, glucokinase. Donc, répartition, nous avons autres tissus. Donc, nous avons une glucokinase au niveau du foie, cellule bêta-pancréatique. Donc, autres tissus, OK, différents que foie et maintenant Km. Alors, Km ici, ce n'est pas kilomètre, c'est constante de Michaelis qui définit l'affinité qui définit l'affinité de l'enzyme pour le substrat. Donc, faible. Donc, plus la constante est faible, donc c'est plus l'affinité est élevée. OK? Donc, maintenant, affinité Km pour le glucose. Donc là, nous avons une constante qui est faible. Donc, affinité pour le glucose, c'est élevé. OK, voyez? Affinité pour le glucose, c'est élevé. Constante de Michaelis, OK? Et puis là, nous avons enzymologie, et puis faible, donc c'est constante élevée, donc affinité faible pour le glucose. OK, qu'est-ce qu'on dit? L'exokinase a une activité limitée, une accumulation de G6P l'inhibe, rétrocontrôle allostérique exercé par le G6P. Est-ce que vous êtes là? Exokinase, c'est une enzyme non spécifique qui est capable de phosphoryler fructose, galactose, glucose. Mais c'est une enzyme. Donc, n'oubliez pas que les enzymes sont régulées. C'est-à-dire que enzyme, donc, est capable de fonctionner suivant et besoin et cellules-là. Mais ce n'est pas un contrôle comme c'est dans qui fait et départ enzyme. Donc, c'est des molécules, ce qu'on appelle des ligands, qui peuvent venir fixer sous enzyme, qui peuvent permettre enzyme soit li très actif ou bien soit li soit activité inhibée ou bien réduite. Donc maintenant, quand G6P ne peut pas être transformé en, je vais me tourner là pour nous. Voilà, quand G6P ne peut pas est bloqué, quand G6P ne peut pas être converti en, ne peut pas être converti en, et je dirais, un 6 biphosphofructose et biphosphofructose, mais qui s'est passé? G6P accumulé, parce que s'il n'est pas capable de convertir en biphosphofructose, il n'a pas accumulé. Mais le l'a accumulé, qui s'est passé? Mais c'est les mêmes qui viennent servir de ligand pour le fixer sur le site allostérique de cette enzyme qu'on appelle exokinase. Et c'est G6P qui accumulé, qui pourra servir de ligand, qui pourra le fixer sur le site allostérique de l'exokinase. Et cette fixation va inhiber, donc l'exokinase, l'activité de l'exokinase.
Donc, lorsque le PFK, phosphofructokinase, est inactive, ok, lorsque cette enzyme est inactive, qu'est-ce que l'enzyme ça fait? Enzyme ça, il convertit, ça veut bien oui, enzyme ça, il convertit 6 phosphofructose en, il convertit en 1,6 biphosphofructose. Donc, si l'enzyme est inactive, qu'est-ce qui va passer? Ah, mais le substrat de l'enzyme, la concentration du substrat de l'enzyme va augmenter. Et quel est le substrat le substrat de PFK? Le substrat de PFK, c'est F6P. Donc, si PFK est inactive, F6P, eh bien, la prêté dans le milieu, il n'est pas transformé. Donc, quand le taux de la concentration de F6P augmente et le taux de G6P augmente, OK? Donc, quand l'enzyme est inactive, PFK est inactive, il en résulte donc une augmentation de la concentration de F6P et de G6P, puisqu'ils ont un équilibre, mais ces concentrations G6P qui prennent inhiber exokinase. Donc, l'inhibition de PFK induit automatiquement l'inhibition de HK exokinase. Donc là, on a parlé de régulation. L'activité de la glucokinase dans le foie est proportionnelle à la concentration intracellulaire de glucose. OK? Glucokinase, proportionnelle à la concentration intracellulaire. C'est-à-dire que si la concentration est élevée, donc l'activité sera grande. Si la concentration de glucose est faible, donc il y aura une réduction de l'activité de glucokinase. OK? Maintenant, glucokinase, si ça le fait, il phosphoryler le glucose uniquement quand il est abondant. Donc, la constante de Michaelis élevée de la glucokinase du foie permet au cerveau et aux muscles d'être les premiers à être servis lorsque l'apport du glucose est limité. Ça, c'est extrêmement belle, ça qui dit là. Extrêmement belle pour qui ça, c'est même bagaille nous avons dit avec globule rouge. Le rôle des globules rouges, c'est quoi? C'est de transporter l'oxygène. Mais il faut savoir que l'oxygène est vital pour l'organisme. Donc, si le transporteur a la capacité d'utiliser pour ses propres besoins cet oxygène, mais ça arrive que en cas de raréfaction de l'oxygène, en cas de manque d'oxygène, une petite quantité d'oxygène qui rentre, si on a des difficultés respiratoires, donc en pile l'air pas capable de rentrer, donc le peu d'air qui rentre avec le peu d'oxygène, mais si le globule rouge a des capacités pour utiliser, mais il a accaparé l'oxygène, ça n'est pas conséquent, l'autre organe est dans la souffrance, notamment le cerveau. Donc, la nature a fait en sorte que le transporteur de l'oxygène, à savoir les globules rouges, il n'y a pas de mitochondrie. Donc, le fait qu'il n'y a pas de mitochondrie, il n'est pas capable d'utiliser l'oxygène. Donc, peu importe la quantité d'oxygène qu'il y a, il est obligé de prendre à le distribuer par l'autre organe. Donc, c'est ce qui est arrivé ici. Donc, la constante de Michaelis élevée de la glucokinase du foie fait qu'il y a une faible affinité pour le glucose. Donc, du coup, quand la concentration du glucose est faible, le foie n'est pas capable d'utiliser le glucose parce que enzyme glucokinase là, il n'a pas gagné une affinité qui est très faible pour lui. Donc, le foie en tant que site de stockage de glycogène, entendez bien, oui? Le foie
en tant que site de stockage de glycogène, mais le foie stocke pour les autres organes, moins que pour lui. Le foie n'est pas égoïste, alors que vous allez voir au niveau des muscles, vous avez, attendez bien, au niveau des muscles, donc vous avez l'exokinase. OK? Donc, si nous songez bien, cerveau, ça nous dit, regardez bien, foie, cellule pancréatique, nous gagnons glucokinase. Donc, maintenant, organes, ça yo, le pancréas, le foie, donc yo même, yo gagnent une enzyme qui gagne une faible affinité pour glucose. Cela veut dire que si yo gagne glucose, mais yo pas utiliser le pour yo, y a permettre que l'autre cellule utilise. Mais l'autre cellule yo même, l'autre organe yo même yo pas gagne glucokinase, yo gagne exokinase. Et exokinase a une forte affinité pour le glucose. Donc cela veut dire que le glucose que yo gagne, il pas qu'à sortir. Glucose qui est le glycogène qui est mis en réserve au niveau des muscles. Mais glycogène, ça, est uniquement pour les muscles. Donc, les muscles, ils sont égoïstes. OK? Ils sont égoïstes, alors que le foie, les cellules bêta-pancréatiques, donc, ils même sont pas égoïstes, donc, ils sont stockés pour les autres organes. J'espère que nous là. Allô? Oui, professeur, nous là. Très bien. OK? Donc, maintenant, nous comprenons que des fois, il y a des bagages, on toujours dit ça, il y a des bagages n'a comprendre, donc on se demande où est la place pour le hasard. C'est vrai. Pourquoi demander côté hasard, en sortie, il entre dans ces bagages qui sont tellement bien contrôlés, bien ficelés, bien réglés, pourquoi pas avoir vraiment place pour le hasard? Phosphofructokinase, enzyme clé dans le contrôle de la glycolyse. Trois mécanismes permettent de moduler, de régler, de contrôler l'activité de la PFK. Induction de la synthèse de cette enzyme. Induction, c'est-à-dire que stimulation de la synthèse. N'oubliez pas que c'est une enzyme. Une enzyme, c'est une protéine, à l'exception des ribosymes. Donc maintenant, si c'est une protéine, donc cette protéine trouve son origine dans l'ADN. Donc quand la cellule a besoin de PFK, eh bien, l'ADN est sollicité. OK? L'ADN est sollicité. Donc, l'ADN est converti en ARN messager, la transcription. L'ARN messager est converti en protéine, la traduction. OK? Donc, pour capable produire cette enzyme, cette protéine dont la cellule a besoin. Modification covalente par des enzymes par phosphorylation ou déphosphorylation. Donc, la phosphorylation, la déphosphorylation des enzymes, mais dépendamment de l'enzyme, non, il est capable de conduire à l'inhibition. OK? Il est capable de conduire soit à l'inhibition, soit à l'activation. Régulation allostérique par des effecteurs. Effecteurs qui sont les effecteurs, ce sont des ligands, ce sont des petites molécules qui sont capables de fixer tout enzyme. Dans un site qui est différent de cet actif-là, site ça qui est différent de cet actif-là, nous avons le site allostérique. Donc, lorsque ligand l'a fixé, lorsque effecteur l'a fixé sous site allostérique, là, elle est capable de moduler, il est capable de contrôler, il est capable de régler l'activité enzyme. Donc, trois mécanismes permettant de contrôler l'activité de PFK. Donc, directement au niveau de l'ADN, par modification covalente des enzymes par phosphorylation ou déphosphorylation, c'est-à-dire ajout de groupement phosphate ou enlèvement de groupement phosphate. Le plus souvent, ajout et enlèvement aboutit à
un changement de conformation. Et puis, il y a régulation allostérique par des effecteurs, c'est-à-dire la fixation sur un site qu'on appelle site allostérique des effecteurs ATP, ADP. OK? Est-ce que vous entendez? Il faut un petit coupé après ça, nous entendons. Oui, c'est parce que micro me dit charge. On pas utiliser casque Bluetooth, donc il dit charge. Nous là? Donc maintenant, on regarde qui ça dit ensuite là. La PFK est inhibée par quoi? ATP. ATP, c'est un effecteur chimique. Est-ce que vous m'entendez? ATP, c'est un effecteur chimique. ATP, c'est un ligand. Donc, quand il y a beaucoup d'ATP, quand la concentration d'ATP est élevée, donc il faut bloquer la glycolyse. Et bien justement, ben, ATP, c'est lui-même qui peut servir de ligand pour bloquer PFK1. L'action inhibitrice de l'ATP est bloquée par AMP ou ADP. Quand il y a beaucoup d'AMP ou ADP dans la cellule, ça veut dire ça. Ça veut dire que la cellule n'a pas d'énergie. Quand il y a beaucoup, quand il y a beaucoup d'AMP ou bien ADP dans la cellule, cela veut dire que toute quantité d'ATP qui est gagnée hydrolysée, parce que c'est l'hydrolyse. C'est l'hydrolyse de l'ATP qui peut bailler ADP ou AMP. Donc, s'il y a beaucoup d'AMP, ADP, cela signifie que mais, la concentration d'ATP est faible. Donc, maintenant, AMP, ADP va servir de ligand pour activer PFK1. Donc, ATP, c'est inhibiteur. AMP, ADP, c'est activateur pour PFK1. Donc, l'activité de l'enzyme augmente lorsque le rapport ATP, AMP abaisse. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a beaucoup d'AMP par rapport à ATP. Donc, pour rapport s'abaisser, il faut AMP a en plus grande quantité. Il y a aussi le citrate. On est au niveau du cycle de Krebs. C'est l'autre ligand qui participe dans la régulation, dans le contrôle de cette enzyme. Donc, le citrate inhibe la PFK1 en augmentant l'effet inhibiteur de l'ATP. Vous avez le NADH+. Donc, quand il y a beaucoup de NADH+, ça veut dire qui ça? Là, nous avons pris le NADH+. Est-ce que nous là? Le NADH+. Donc, l'aile en forte concentration, ça veut dire que glycolyse ralentit. OK? Glycolyse ralentit. Donc, potentialise l'effet inhibiteur de l'ATP. Parce que NADH+, lui-même, il peut servir à la synthèse de l'ATP. Inhibition levée dès que le NADH+ est réoxydé en NAD+. Le PFK1 est activé par le fructose de 6-glyphosate, activateur très puissant de la PFK1 en augmentant son affinité pour le F6P en diminuant l'effet inhibiteur de l'ATP.
PFK2, alors là, donc nous voyons qu'il y a deux versions de cette enzyme. Nous gagnons FK1 activé par fructose 6 phosphate. OK? Activateur très puissant, etc. Formé par phosphorylation du F6P grâce à la PFK2. OK? Maintenant, hydrolysé en F6P par la fructose biphosphatase 2. Fructose biphosphatase 2, donc ça c'est une hydrolase. PFK2 et la fructose biphosphatase 2, enzyme bifonctionnelle avec une activité kinase et une activité phosphatase présentant dans une seule et unique chaîne polypeptidique appelée enzyme en tandem. Donc, deux enzymes, c'est un seul enzyme lié. Un seul enzyme, c'est comme si vous avez un enzyme qui a plusieurs chaînes polypeptidiques, un polymère. Donc, vous gagnez chaque chaîne polypeptidique joue un rôle différent. Donc, vous gagnez une chaîne qui hydrolase, phosphatase, et puis vous gagnez l'autre chaîne même qui c'est capable de fixer un groupement phosphate. Donc, ces fonctions opposées sont réciproquement contrôlées. De façon allostérique par le F6P qui accélère la synthèse de F2,6-diphosphate et inhibe l'hydrolyse par phosphorylation d'un résidu sérine, glucose dépendant. Phosphorylation résidu sérine. Donc, nous connaissons qu'on parle d'une enzyme. Donc, les enzymes sont constituées d'acides aminés. Donc, phosphorylation protéine, il fait au niveau des sérines et au niveau des thréonines. OK? Il fait au niveau des sérines, il fait au niveau des thréonines parce que c'est des acides aminés à fonction alcool. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Phosphorylé, on a la fonction kinase. OK? C'est phosphorylé, c'est l'activité kinasique. C'est déphosphorylé, c'est l'activité phosphatase, c'est-à-dire hydrolase. Puis, une enzyme gagne plusieurs chaînes polypeptidiques. On dit pour faire simple, deux chaînes polypeptidiques. Chaque chaîne polypeptidique, ça a une fonction bien déterminée et qui régulée de façon séparée, qui contrôlée de façon séparée. Pyruvate kinase, trois isoenzymes, type L dans le foie, type M, muscle et cerveau, type A, autres tissus. L'isoenzyme L contrôle par phosphorylation, est contrôlée par phosphorylation réversible. Donc, c'est réversible. Quand le taux de glucose est bas, le glucagon déclenche une cascade de réactions qui augmente la proportion de pyruvate kinase phosphorylée comme moins active. Ceci va empêcher le foie de consommer du glucose quand il est plus urgent d'en fournir aux muscles et au cerveau. L'isoenzyme M n'est pas phosphorylée de façon réversible. Pyruvate kinase, enzyme allostérique, est activé par, on dit enzyme allostérique, c'est-à-dire que il y a un autre site côté que on ligand, un effecteur capable de fixer. Là, on vous donne les ligands ou encore les effecteurs
C'est-à-dire que le fructose 1,6-biphosphate et le phosphoénol pyruvate, c'est des ligands pour pyruvate kinase. Donc, ça veut dire que vous activez pyruvate kinase, mais par contre, même pyruvate kinase, ça, il désactivé, il inhibé par ATP, par le citrate, cycle de Krebs, les acides gras à longue chaîne, comme acide palmitique. Et puis, pour terminer, donc voici un schéma qui nous donne une idée de la régulation hormonale de la glycolyse. Donc, insuline activer glucokinase, glucagon désactiver glucokinase. Insuline activer phosphofructokinase, glucagon désactiver phosphofructokinase. Insuline activer pyruvate kinase, glucagon désactiver pyruvate kinase. Voilà pour aujourd'hui. Donc, j'ai pratiquement plus d'énergie de charge. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, on a vu donc, le reste des réactions, la deuxième partie, la deuxième moitié de la glycolyse. Et ensuite, on a vu également donc, la régulation. OK? On a vu la régulation. Donc, semaine prochaine, nous poursuivrons avec la décarboxylation oxydative donc de l'acide pyruvique. Donc, on va rentrer dans le cycle de Krebs. Donc, merci pour votre attention. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions, donc, écrivez quelque part. Donc, on a répondu la semaine prochaine puisque je n'ai plus d'énergie. OK, à la semaine prochaine. Ok, professeur, pas oublier de partager le lien avec nous.